Madame, monsieur, bonjour. J'espère que vous avez préparé à ce temps-ci, c'est normal, hein, les croissants ou les céréales, parce que c'est parti pour un voyage survitaminé, s'il vous plaît, aux quatre coins du monde. Et ce matin, on va parler d'un sujet qu'on maîtrise très très bien tous les matins. S'il y en a un, c'est celui-là. Vous aussi, d'ailleurs. C'est le petit déjeuner. C'est, paraît-il, le repas le plus important de la journée, mais selon une étude récente, les Français seraient de plus en plus nombreux à s'en passer. Alors, qu'en est-il chez nos proches voisins ou lointains d'ailleurs, qui sont les rois du petit déjeuner. Et que prennent-ils d'ailleurs pour tenir toute la matinée? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire, avec certains d'entre eux, toute la séquence qui suit a été enregistrée. Et pour nous éclairer ce matin, voici nos amis du petit déjeuner. C'est Franck Genozo qui nous attend à Jérusalem. C'est François Baudenet, en haut à droite sur votre écran, qu'on retrouvera à Rome. Claude Deschênes, notre correspondant à Montréal. Et enfin, Maury Guibert qui nous donne rendez-vous à Berlin. Alors tout de suite, on s'envole pour Jérusalem. Et chez les Israéliens, le petit déjeuner, c'est une institution, vous ne le saviez peut-être pas. Alors pour faire le plein d'énergie, les ingrédients sont très sains, très variés, mais très copieux aussi. Bonjour Franck, alors dites-nous, vous mangez quoi de bon matin ? Eh bien, bonjour William. On mange en fait un peu de tout et surtout, vous l'avez dit, en très bonne quantité. Alors, il y a d'abord ce qu'on appelle le petit déjeuner kibbutz, inspiré de ces villages collectivistes qui ont fait l'histoire de l'État d'Israël. Alors, c'est assez rustique, hein. On y mange pêle-mêle un certain nombre de fromages, des œufs, des légumes, des olives et même parfois des harengs fumés. Et puis ce petit déjeuner traditionnel, en quelque sorte, s'est affiné avec les différentes vagues d'immigration juive ici en Israël. Ceux venus, par exemple, d'Europe de l'Est ont amené les saucisses. Et puis ceux venus d'Europe de l'Ouest, comme les Français, par exemple, eh bien, ont amené leur viennoiserie. Et puis il y a aussi une inspiration régionale, locale, orientale, avec le houmous et le falafel qui se mangent aussi au petit déjeuner. Un petit peu comme chez les Palestiniens, des plats qui sont partagés avec les Palestiniens. Les Palestiniens, nous nous y sommes intéressés également et vous allez voir que leur petit déjeuner est également extrêmement copieux dans ce reportage tourné avec Giona Messina et Ofsep Nalbandian. À Jérusalem, aux portes des rues encore somnolentes de la vieille ville, une échoppe fourmille déjà de clients. Les Palestiniens viennent y chercher leur petit déjeuner traditionnel. J'ai pris des pitas, notre pain à nous, des oignons, des olives et bien sûr du houmous. Car ici, le petit déjeuner se veut riche et copieux. La fameuse purée de pois chiches, le houmous, est couronnée de pois chiches entiers, puis arrosée d'huile d'olive. Si le cœur vous en dit, mélangez donc avec ces haricots noirs. Le tout se déguste avec du pain en guise de cuillère. Je prends ma pita, je forme un arrondi, je plonge dans le plat, je garnis tout ça comme je veux et je déguste. Servez-vous. Les produits de base sont plutôt sains, mais le repas est tout de même conçu pour tenir au corps. Ça remplit l'estomac pour la journée. C'est très bon et ça donne de l'énergie. Ensuite, ils n'ont plus à manger de la journée. Ça les arrange, car ici, ce sont surtout des travailleurs qui viennent. Pour satisfaire les gargantuesques appétits des travailleurs matinaux, le cuistot s'active autour d'un autre mythe de la cuisine orientale, le falafel, des boulettes de pois chiches frites. Le secret, c'est de ne pas mettre trop d'épices. Il faut que ça reste naturel. Il faut bien choisir les pois chiches et puis les laisser faire le boulot. Révéler leur saveur. Allez goûter et vous comprendrez. Au même moment, à 1 kilomètre de là, une institution du petit déjeuner israélien se prépare à accueillir les clients. Ici, on privilégie plus de diversité. Il y a d'abord les viennoiseries, les pâtisseries. Celui-ci est au chocolat. Ici, c'est pommes, fromage, cannelle. Mais aussi toutes sortes de salades et d'assortiments. Les gens aiment manger plein de choses. Des salades, des œufs, du fromage, des olives, de la confiture. Le petit déjeuner israélien est très complet. Alors que les premiers plats partent en salle, ici, ce sont des aubergines au four, avec un peu d'huile d'olive, du fromage, du sel, du poivre. aux portes de la vieille ville, on s'active autour d'une affaire extrêmement sérieuse, la préparation du pain. Il faut bien le recouvrir de sésame, car c'est ça qui lui donne son goût si particulier. Dans ce four vieux de plus d'un siècle,
se perpétue un des trésors de Jérusalem. Ces couronnes, c'est le kaïk, une spécialité de Jérusalem. Nulle part ailleurs vous n'en trouverez des comme ça. C'est Dieu qui nous l'a donné. À l'extérieur, la voiture du livreur se remplit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place. La tournée matinale est sur le point de débuter. Pourquoi on bourre la voiture? Parce que tout le monde en veut. Je jure devant Dieu, certains mangent ça tous les jours depuis 40 ans. Retour dans le restaurant israélien. La terrasse s'est garnie, les cuisines montent en température. On fait des plats très différents et les gens aiment goûter à plein de choses. Ils aiment aussi les plats copieux. S'il y a autant de diversité dans l'assiette, c'est lié à l'histoire du pays et aux immigrés juifs venus du monde entier. Au petit déjeuner, on peut retrouver des petits déjeuners français avec du pain, du beurre et de la confiture. Ou alors on retrouve vraiment les petits déj israéliens avec des salades, du poisson, du fromage, de bon matin. Et pour donner toute l'énergie nécessaire pour passer une super journée. Palestiniens ou Israéliens, dans la ville 3 fois sainte, le petit déjeuner reste un moment sacré. Oui, c'est ce qu'on vient de voir, sacré donc. Alors Franck, beaucoup de produits variés et des produits de grande qualité. Alors est-ce que c'est très sain tout ça? C'est la question. J'imagine que ça a un impact sur la santé. Est-ce qu'on peut dire que globalement les Israéliens sont plutôt en forme, sont en bonne santé? Eh bien franchement, pas vraiment. Il y a même une étude récente qui estime qu'il y a ici, en Israël, 1 personne sur 2 qui se trouve en surpoids. Alors c'est supérieur à la moyenne française par exemple, mais ça n'est rien comparé aux autres pays qui se trouvent autour d'Israël. Si je prends plusieurs exemples, on peut dire que 71% des gens sont en surpoids en Arabie Saoudite, 73% en Jordanie et jusqu'à 75%, tenez-vous bien, 3 personnes sur 4 en Égypte. Alors pourquoi? Eh bien les chercheurs disent que ça manque malgré tout peut-être encore un petit peu de variété. Et puis il y a l'exercice physique qui n'est peut-être pas au rendez-vous, notamment disent les chercheurs à cause des conditions météorologiques. C'est vrai qu'il fait chaud, très chaud ici, une bonne partie de l'année et que cela dissuade peut-être les habitants d'avoir un exercice physique régulier ou encore de se déplacer à pied quand les températures sont trop élevées. Bon, alors Franck, dites-leur de notre part, nous ne sommes pas tous médecins, mais on a travaillé sur le produit. Donc tout ce qui est boulettes, frites et huiles diverses et variées, ça c'est pas terrible. Voilà. On va privilégier les légumes, je leur Oui, dirai. ce serait sympa. Et les fruits. Merci beaucoup Franck, à très bientôt. Merci. Alors, place maintenant à la Dolce Vita, direction l'Italie. Alors là aussi, petit déjeuner, c'est sacré, vous allez voir. Là-bas, pour bien démarrer la journée, rien de tel qu'un espresso ristretto au café du coin, avec quelques douceurs cependant. Alors François Bononnet nous attend ces petits bars de quartier très chers aux Italiens. Quand on voit les photos, on a l'impression qu'ils ne ressemblent pas aux nôtres. On se trompe ou pas? Bonjour. Bonjour William, alors effectivement ce sont des établissements extrêmement différents. Ici en Italie comme en France, on va au bar, c'est le même nom mais c'est un endroit en fait très différent. Parce qu'en Italie quand on va au bar, on n'y va pas pour consommer de l'alcool mais on y va pour consommer du café. C'est un lieu de convivialité où on vient prendre son petit café, son espresso. Figurez-vous d'ailleurs qu'il y a des cafés ici, des bars qui s'appellent encore des latterie. En fait autrefois c'était l'endroit où l'on venait chercher son lait quand il n'y avait pas de lait en bouteille. Aujourd'hui encore, eh bien, ce côté convivial est préservé et c'est donc là qu'on vient prendre la colazione, le petit déjeuner. Regardez ce reportage réalisé dans un bar d'un quartier de Rome par Florence Crimon et Constantin Pelletier. C'est le rituel de la matinée. La journée des Italiens commence au bar. C'est le lieu incontournable pour prendre son petit déjeuner. Au menu, café et croissant fourré, c'est le cornetto. Le mien est fourré au chocolat. Aujourd'hui, je suis en retard pour aller au bureau, alors je passe par le bar, c'est plus rapide. Cappuccino, croissant, en 2 minutes j'ai fini. Pas de temps à perdre pour la colazione. Le petit déjeuner à l'italienne, c'est debout au comptoir. Ici, ce n'est pas au serveur qu'on règle l'addition, mais à la caisse. Et c'est très bon marché. Prendre le petit déjeuner au bar, c'est notre tradition. 2 € seulement pour un café et un croissant. Nos prix sont très bas par rapport aux autres pays. Une pâtisserie pas trop grasse, s'il vous plaît. Pas trop grasse? Un croissant sans crème alors?
Avec ou sans crème pâtissière, il y en a pour tous les goûts. Intégrale, au miel, chocolat, crème. En Italie, on ne peut pas s'en passer. Le petit déjeuner est primordial. Et si la majorité des Italiens adorent plonger leur croissant dans le cappuccino, d'autres commencent la journée avec un panino, un sandwich salé. Pour la journée difficile qui m'attend, je prends un petit déjeuner salé pour me donner de la force. Garçon de café depuis 30 ans, Luigi prépare chaque matin plus de 500 tasses. Café et cappuccino, ce sont les deux symboles du petit déjeuner italien. Sans ça, on ne démarre pas. Et en Italie, le café, c'est tout un art. On le décore avec la mousse de lait. C'est important de servir un café qui soit agréable à regarder et à boire. C'est le premier sourire de la journée pour nos clients. Et si le café italien est bien plus serré que dans tous les autres pays, il a toujours une aussi grande place dans le cœur des Italiens. Alors, François, vous l'avez dit dans le reportage, l'Italie, c'est le pays du café. Alors, est-ce que les Italiens, du coup, sont les premiers consommateurs de café en Europe? Et est-ce qu'ils le boivent très fort ou très serré? Eh bien non, contrairement à ce qu'on croit, eh bien les Italiens ne sont pas les Européens qui boivent le plus de café. C'est vrai qu'ils en boivent un petit peu plus chaque année que nous, les Français. Mais les Européens qui boivent le plus de café chaque année, ce sont, figurez-vous, les Finlandais. Alors si vous venez ici, pour répondre à votre question, c'est vrai que vous allez voir que, eh bien, il y a une différence dans la longueur du café. Si vous prenez un espresso, que nous connaissons bien les Français, l'espresso ici sera plus court. Il sera évidemment beaucoup plus court encore si vous demandez un ristretto. Et alors attention, William, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a des usages très particuliers, des cafés très particuliers. Par exemple, si on vous propose un café corretto, un café corrigé, eh bien cette correction, figurez-vous que c'est de l'alcool. En général, c'est de l'alcool d'anis qu'on met dedans, donc il faut faire attention. Et puis autre chose, si vous ne voulez pas choquer les Italiens, ne demandez pas un cappuccino l'après-midi. Le cappuccino, ça se prend exclusivement le matin et donc très souvent au petit déjeuner. Bon, mais après le petit déjeuner, je ne sais pas, est-ce qu'il reste, comme ça arrive parfois dans nos cafés, est-ce qu'il reste dans l'établissement, il bavard avec le voisin ou pas? Alors c'est vrai que les Italiens prennent beaucoup de café, on l'a dit, ils vont souvent également au café dans la journée, mais quand ils se rendent dans un café, dans un bar, eh bien ils commandent leur café et ils le boivent souvent d'une traite, debout au comptoir, donc ça prend 2-3 minutes maximum, ça les Français ne peuvent pas se l'imaginer, et donc non, les Italiens ne sont pas ce peuple de fainéants, peut-être, qu'on pourrait croire. Non, non, mais il n'y a que les gens du très très haut au nord qui pensent ça. Merci François et bonne colazione. Petite pause chez nous à présent avec notre spécialiste du net. On s'est demandé si les internautes surfaient sur la toile entre deux tartines. Verdict, Julia, est-ce que le web a remplacé le journal du matin ? Oui et non, figurez-vous que le petit déjeuner n'est que le 5e moment de la journée pour surfer sur Internet. Alors pour y faire quoi? Un peu ce que vous disiez, il est plébiscité à ce moment-là pour s'informer, comme la version 2.0 du journal au petit déjeuner. Alors que ce soit pour les publications sur les réseaux sociaux, pour les envois de mails, pour les offres d'emploi, le petit déjeuner n'est définitivement pas le moment pour aller sur Internet. Les études montrent même que les publications qui obtiennent vraiment les meilleurs taux sont faites entre 13 et 16 heures. Le réseau social le plus matinal, c'est Twitter, et jamais avant 10 heures si vous voulez avoir un bon taux de clics. Ce qu'on va trouver sur Internet, ce sont quand même des conseils, notamment concernant les enfants, parce que 30% des enfants ne prennent pas de petit-déj, et 30% de ceux qui en prennent ne prennent pas de petit-déj complet, un bon petit-déj. Du coup, sur Internet, sur le site mangerbouger.fr, vous allez trouver des astuces pour réveiller l'appétit matinal de vos enfants. Et quelles sont les nouvelles tendances? Il y en a, je ne sais pas, en matière de petit déjeuner? Toujours plein de tendances sur Internet. Alors vous avez déjà la tendance des céréalistes qui n'a pas échappé au web, c'est-à-dire les grands amateurs de céréales avec ces deux sites, Big Bang Céréales ou somusli.fr. À vous de créer vos paquets de céréales, votre muesli en y mettant les ingrédients que vous voulez, vous mixez, vous composez et c'est livré directement chez vous. Une autre tendance
à laquelle on ne peut pas échapper, le fameux food porn. Vous savez, ça désigne vraiment le fait de prendre en photo tout ce qu'on mange, de le partager, de le liker sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas épargné le petit déjeuner, évidemment, à tel point que les prestations, par exemple, de petit déjeuner des hôtels, les hôtels ont été obligés de revoir la présentation de leur petit déjeuner parce qu'ils les retrouvaient en photo sur les réseaux sociaux. Donc, ça a amélioré la qualité des petits déjeuners. Il y a un site qui vraiment est au-dessus des autres sur Instagram, c'est celui-ci, il s'appelle Symmetry Breakfast. Alors là, vraiment entièrement dédié au petit-déj et en plus une obsession pour la symétrie, comme vous pouvez le voir, avec des petits déjeuners du monde entier. Et pour terminer sur une dernière tendance, figurez-vous que le brunch, c'est complètement has-been. Maintenant, on va briner. Briner, c'est quoi? C'est une contraction entre breakfast et dîner. Eh bien, à l'heure du dîner, vers 18h, en tout cas, ça nous vient des États-Unis, évidemment, on va faire des tartines, des crêpes, des gaufres entre potes. Alors, ça ne dure pas au-delà de 20h parce que ça ne se mélange pas bien avec l'apéro. Très bien. Vous pouvez revenir en arrière, ça ne vous ennuie pas? Sur le muesli, combien ça coûte quand il le livre? Alors, le muesli, par exemple, vous allez avoir des paquets. Alors, ça dépend combien d'ingrédients vous mettez dedans. Mais en général, vous avez votre muesli entre 6 et 20 euros. Ça dépend du produit que vous allez mettre dedans. Vous avez 4-5 ingrédients phares. Et après, vous rajoutez ce que vous voulez. Bon, alors non, finalement non. Alors, merci beaucoup. Allez. C'est des très bons produits. Merci beaucoup. Oui, justement. Merci, à plus tard. Allez, le voyage continue. Tout de suite, on fait escale au Canada. Alors, chez nos cousins québécois, pas question de faire l'impasse sur le petit déjeuner, il n'y a aucune raison. Il y a même des établissements qui leur sont exclusivement consacrés, figurez-vous. Et Claude Deschênes nous a parlé d'une dame qui en a fait même sa spécialité. C'est bien ça, Claude? Et oui, William, nous avons une reine du petit déjeuner. Elle s'appelle Cora et elle règne sur ces sujets depuis bientôt 30 ans. Je veux savoir c'est quoi qu'ils mangent les Québécois pour déjeuner. On mange chez Cora. On mange chez Cora. Ma couronne, c'est la bédaine des clients. Comme notre premier ministre Justin Trudeau, la notoriété oblige Mme Cora à se prêter aux égaux portraits d'admirateurs. Et des admirateurs, elle en a dans tout le pays. On aime à la fois la formule qu'elle a créée et le personnage. Je vois sa photo, puis je sais pas, c'est une belle grand-mère. J'aimerais que ce soit ma grand-mère. Nos amis français, quand ils viennent, se demandent un peu, mais c'est quoi votre trip avec ces restaurants-là? Mais ici, on adore, c'est comme aller à la messe, c'est notre nouvelle religion un peu, les petits déjeuners, surtout les week-ends. La bannière Cora compte 130 restaurants franchisés à travers le Canada. On y sert 250 000 clients par semaine. Quand on plonge dans les 2 livres autobiographiques que Cora Tsouflidou a signés, on ne peut s'empêcher d'associer l'histoire de cet établissement à un conte de fées. Pour m'en sortir après mon divorce, puis pas d'argent, j'avais ouvert un petit casse-croûte, j'avais amené la vaisselle de la maison, puis mes enfants, puis envoyez, on va travailler fort, puis on va s'en sortir. En plus d'être au fourneau, elle dessine son logo, baptise ses plats, souvent du nom de ses clients. Je découvre que je peux créer, je peux exploiter ma créativité et je peux être aimée. Mais là où elle innove le plus, c'est dans la composition et la présentation de ses plats. Aujourd'hui, ces assiettes colorées et vitaminées sont une marque de commerce. À la fin des années 80, c'était plutôt une révolution dans l'offre en matière de petit déjeuner. Le déjeuner à l'extérieur de la maison était accessible dans les petits snack bars ou dans les délicatessen grecs qui, entre faire le gros chaudron de soupe puis faire le repas du midi, le grec te faisait un œuf tourné, bacon, saucisse, jambon, justement, à la va-vite. Et il y avait le brunch dans le Grand Hôtel qui est un peu plus élaboré. Mais Cora arrive et démocratise, que je pourrais dire, le déjeuner de qualité, le déjeuner de fête. On faisait qu'est-ce que notre cœur nous inspirait. Après, on a tellement eu de succès que là, le monde nous a commencé à nous demander des Cora, ils nous ont demandé des franchises, on ne savait pas qu'est-ce que c'était, on s'est renseigné. Puis là, pour faire des franchises, j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce que moi, j'avais la passion de ravir les clients avec ma nourriture. Le menu qui a fait la réputation de Cora se répète aujourd'hui d'un océan à l'autre. Les gens de l'Ouest aiment les plus grosses assiettes, plus garnies, plus viandeux, qu'on appelle, plus de viande. Et l'Est, le Québec,
C'est assez de œufs bacon, oui, adore ça. Adore les fruits maintenant de plus en plus. On a les mêmes recettes qu'on avait il y a 20 ans au niveau des fruits. C'est les mêmes produits qu'on prend. On a fait découvrir du kiwi aux Québécois. On a fait découvrir des mangues, des papayes, ça va, c'était quoi avant. Puis c'est normal, on n'avait jamais vu. On travaille beaucoup là-dessus, puis on continue encore. La reine veut garder son trône. J'ai pas l'intention de donner ma couronne à qui que ce soit. William, au cours de l'année qui vient, la chaîne de restaurants Cora devrait ouvrir une dizaine d'établissements au Canada. C'est un secteur qui est en croissance, mais qui est extrêmement compétitif aussi. Il existe plusieurs chaînes du type de Cora, comme Tutti Frutti, Egg-Ski, qui ont une quarantaine d'établissements chacun, et Expectation, une vingtaine de restaurants, dont 5 aux États-Unis, 3 en Inde et 1 à Dubaï. Comme quoi, la façon de faire les petits déjeuners du Québec est en train de s'exporter. Ouais, en attendant qu'ils viennent en France. Merci beaucoup, Claude. À très bientôt. Retour dans l'Hexagone avec Loïc Ballet, qui traditionnellement, le samedi dans Télématin, se promène avec son triporteur à la rencontre des régions et de ceux qui les rendent aussi belles et sur le plan gastronomique. Alors, il a laissé son triporteur, certes, mais il va nous parler de l'histoire et de l'évolution du petit déjeuner en France. Pour ça, il faut remonter à quand? Très loin ou pas? Non, parce que finalement, le terme de petit déjeuner est assez récent. Nos cousins québécois qu'on vient d'entendre, finalement, eux parlent de déjeuner quand nous, on parle de petit déjeuner. Et il y a pas très longtemps, on utilisait encore comme eux le mot déjeuner. Déjeuner, on rompait le jeûne de la nuit. Et c'est à la Révolution qu'on a ajouté le mot petit déjeuner pour différencier le repas du milieu de journée du premier repas qu'on prend le matin. Mais ce qui est assez marrant, c'est quand on cherche dans les livres d'histoire sur la gastronomie, je vous ai trouvé 2 anecdotes plutôt assez cocasses. Au Moyen-Âge, qu'est-ce qu'on petit déjeunait? Eh bien, les chevaliers petit déjeuner, un grand bol de soupe de vin, avec une énorme tartine de pain dedans, et ensuite, plus récemment, avec Louis XIV à la cour de Versailles, c'est un bouillon qu'on sert au roi au petit déjeuner, le tout en public, comme l'exige l'étiquette. Oui, mais ça ne veut pas dire que tous ces administrés mangeaient la même chose. Non, c'était le justement, bouillon du roi. parce que au XVIIIe siècle, on va très vite commencer, les bourgeois vont s'approprier le café, qui était une denrée qui venait des colonies, et puis petit à petit, c'est après la Révolution que l'ensemble du peuple, bien justement, utilisera le café sur sa table de petit déjeuner. Voilà. Et aujourd'hui, alors, de quoi est composé le petit déjeuner français, si on peut résumer, quoi? Alors, il y a 2 petits déjeuners, finalement, à la française. Quand vous allez dans l'hôtel, on vous propose un petit déjeuner continental. Ça, c'est le petit déjeuner plutôt anglo-saxon, on va dire, avec du bacon et de l'œuf. Et vous allez avoir le petit déjeuner complet. Ça, c'est ce que nous dit l'encyclopédie Larousse de la gastronomie, qui est plutôt un repère pour nous en gastronomie et qui codifie un peu tout ça. Et le petit déjeuner français, c'est thé, café, jus d'orange et 2 stars de notre gastronomie, le croissant au beurre et la tartine de pain sur laquelle on va mettre de la confiture. Alors, le croissant, c'est assez récent. C'est une viennoiserie, donc ça vient de Vienne. Ah bah, bonne réponse, justement, parce que 1683, on est à Vienne. Il y a le siège, les Ottomans siègent. Voilà, les Ottomans siègent la capitale de Vienne, et qu'est-ce qui se passe? Ils vont attaquer la ville. Et qui entend l'attaque des Turcs, eh bien, ce sont les boulangers qui sont levés ce matin-là très tôt. Ils déclenchent l'alarme et justement, la ville de Vienne est sauvée grâce à ça. Et très vite, les boulangers vont créer justement cette viennoiserie en forme de croissant, de lune, en hommage à cette victoire. Et c'est Marie-Antoinette qui nous l'amène, finalement. Attendez, il faut expliquer qu'ils ont récupéré le croissant qui était sur le drapeau turc des Ottomans. Qui était sur le drapeau turc des Ottomans. Et c'est Marie-Antoinette qui l'amène à la cour de France. Et les boulangers parisiens s'en emparent de ce croissant au beurre. Et aujourd'hui, c'est presque devenu une carte postale. Un Japonais, un Chinois qui vient en France, à Paris, il va demander un café et un croissant au beurre. Voilà. Et dans le petit déjeuner français, donc vous parliez évidemment beurre, croissant, confiture. Ah bah oui, alors là, la confiture, ça... La star chez nous, c'est la confiture à la fraise. 25% des ventes de confiture sont consacrées à la fraise. Ah oui, les Anglais, c'est plutôt la marmelade d'orange. Nous, c'est la confiture à la fraise. Mais surtout, ce qui est assez marrant, je vous ai retrouvé dans l'histoire. Au XVIe siècle, Nostradamus va publier un traité sur la confiture. 31 chapitres, des dizaines de recettes. On va parler de confiture de griotte, de rhubarbe, d'orange. Il va y ajouter des clous de girofle, de la cannelle, du gingembre. Et surtout, la confiture, à l'époque, est faite avec du miel. Parce qu'on n'a pas la canne à sucre. Donc on a un goût plutôt mielleux. Et ce qui est assez marrant, à l'époque, ce sont les apothicaires qui sont maîtres confituriers, maîtres confiseurs. Le pharmacien. Voilà, le pharmacien. Pourquoi? Bien parce qu'on lui donne, comme c'est quelque chose de cher et c'est sucré, on lui donne des valeurs nutritionnelles et aussi des remèdes. On parle de confiture de courge qui réduit la chaleur du foie. Et on a la confiture de rose rouge qui serait un bon laxatif. Mais bon,
comme la confiture, c'est comme une bonne chronique. Moins on en a, plus on l'étale, donc je vais m'arrêter là. Voilà. Non, mais c'est curieux, la gravure que vous aviez là tout à l'heure. Oui, c'est un apothicaire, on le voit. Voilà. Ça ressemble à de la confiture, hein, le pot dans lequel ils C'est ça, trempent les doigts. c'est ça. Ah ouais, et ils pas mal. avaient justement ces grands chaudrons dans lesquels ils faisaient la confiture. Bon, ben merci beaucoup, bon appétit. Allez, autre pays, autre menu, direction l'Allemagne. Alors là-bas, vous allez voir que le petit déjeuner n'a franchement rien de petit, bien au contraire. Et Amaury Guibert va vous expliquer que c'est un vrai banquet chez lui, là où il habite. Et on est loin du petit café croissant. Bonjour Amaury. Oula. Bonjour William, bonjour à tous. Effectivement, regardez la belle table que l'on a dressée pour vous, William. Ça, c'est un petit déjeuner à l'allemande et ça n'a rien d'exceptionnel. C'est vraiment ce qu'on peut retrouver au quotidien dans les ménages et les foyers allemands. Alors tout commence évidemment par une bonne tasse de café. Le café, c'est la boisson préférée des Allemands, loin devant le thé ou les jus de fruits. Après, qu'est-ce qu'on mange? On mange d'abord ces petits pains, les Brötchen. Il y en a de toutes sortes. On vous a aussi mis des bretzels parce qu'on est en Allemagne. Les petits pains, les Brötchen, on préfère ça au toast ou à la brioche. La brioche, c'est même plutôt considéré comme un dessert qu'on va manger plutôt au déjeuner ou au dîner. Il y a du sucré et puis surtout, il y a du salé, beaucoup de salé. Je vais vous présenter la star du petit déjeuner allemand. Eh bien, c'est ça, c'est le fromage. Les Allemands en raffolent, ils en mangent beaucoup. Ils raffolent aussi des œufs et de la charcuterie. Après, il y a des spécialités dans ce petit déjeuner allemand qui peuvent nous sembler un peu plus curieuses pour nos palais français, notamment, regardez ceci. Ouais. C'est une saucisse à tartiner, c'est la Leberwurst, c'est un peu comme du pâté de foie. Il y a aussi les Rollmops, ces filets de hareng marinés. Pour manger ça au petit déjeuner, il faut quand même avoir l'estomac bien accroché. Mais bon, c'est ça, un Frühstück, un petit déjeuner à l'allemande. C'est un vrai repas, un repas copieux, et c'est même parfois le repas le plus copieux de la journée, notamment le week-end. Mais pour les Allemands, le Frühstück, c'est aussi un vrai moment de convivialité. C'est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis, comme on va le voir dans ce reportage réalisé par Céline Dupeux et Brice Boussoir. Le temps pour moi de me faire un petit Brötchen. C'est tout un rituel. Hors de question de bâcler les choses. Pour la famille Janssen, le petit déjeuner du samedi matin, c'est sacré. Autour de la table, Gunnar et Anna les parents, Fritz et Hanno les enfants, et devant eux, un vrai repas. Pendant la semaine, on mange tous du muesli. Et le week-end, des petits pains et tout ce qu'il y a sur la table. Du fromage, de la confiture, de l'avocat. Mais aussi des tomates mozzarella, des fruits, de la charcuterie. Il y a quantité et variété, les enfants peuvent dévorer. Ça les cale pour longtemps, comme ça ils commencent bien la journée, ils ne mangent plus rien jusqu'au repas de midi, ils ont assez d'énergie. Mais ce que l'on mange est aussi important que ce que l'on se dit. On se raconte la semaine passée, on prévoit les activités du week-end. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au foot ensemble. Non? On peut faire ça aujourd'hui? Pour les Janssen, le petit déjeuner du samedi, c'est d'abord l'occasion de se retrouver. Dans la semaine, il faut partir au travail. On doit dire aux enfants de se dépêcher pour qu'ils s'habillent avant d'aller à la crèche. Le week-end, on peut laisser tout ça filer un peu. Les enfants sont partis jouer, les parents vont encore s'attarder un peu à table. Un petit déjeuner allemand, cela se passe souvent comme cela. Et les nutritionnistes n'y voient que des bénéfices. Bien manger le matin, c'est essentiel pour la santé. Il faut petit déjeuner comme un empereur, déjeuner comme un roi et dîner comme un mendiant. Ça veut dire beaucoup manger le matin, moins le midi et peu le soir. C'est confirmé par les recherches les plus récentes sur la régulation du métabolisme au cours de la journée. Les Allemands aiment bien manger le matin, pas étonnant donc qu'ils plébiscitent les brunchs. Dans ce restaurant de quartier à Berlin, la formule est alléchante. 12 € pour un buffet à volonté. Aujourd'hui encore, c'est complet. Il faut vraiment réserver à temps si on veut une place. Si possible, 2 semaines à l'avance. Rosie est venue fêter son anniversaire. Un brunch entre amis et une nouvelle fois un maître mot, la convivialité. On ne peut pas vraiment faire ça à la maison avec tout ce monde. Là, on est tous ensemble pendant 3 heures. Je trouve qu'on peut bien discuter. À la table d'à côté, on célèbre un baptême. Les brunchs du week-end remplacent les réunions de famille. Mais les 2 piliers du petit déjeuner à l'allemande sont toujours là.
bien manger et se retrouver. Amaury, il faut réserver 2 semaines à l'avance pour une place au petit déjeuner. Bon, très bien. Alors, on l'a vu dans le reportage, là, vous avez interviewé un nutritionniste et il dit que c'est plutôt bien. C'est un coup de pouce pour la santé, ça, le petit déjeuner allemand, non? Ah oui, bien manger le matin, c'est bon pour le métabolisme, comme l'a expliqué le nutritionniste, mais c'est pas seulement la quantité qui compte, William, c'est le contenu, c'est ce qu'on mange. Et manger salé, ça c'est une vraie bonne idée. Ça permet notamment de lutter contre le diabète gestationnel, ce diabète que développent parfois les femmes enceintes. Et puis les protéines des œufs ou de la charcuterie, on les digère mieux le matin. Privilégier les brötchen à la place des toasts, eh bien ça permet de limiter l'apport en glucides complexes. Bref, tout dans ce petit déjeuner est fait pour la santé. Il y a même des spécialités qui ont été créé pour cela et je vais vous présenter le Bircher Muesli. Alors ça, moi j'en raffole, c'est très bon. Ouais. Ce sont des flocons d'avoine, du lait, du yaourt, de la pomme râpée, des noisettes et des amandes concassées. Alors ça ressemble pas à grand chose, c'est pour ça qu'on vous a mis des petites framboises pour faire joli, mais ça, c'est vraiment très bon. Ça a été créé par un médecin, le docteur Bircher Benner. C'était un Suisse au début du XXe siècle. Il l'a créé justement pour ses patients, pour qu'ils soient en bonne santé. Et depuis, on retrouve très souvent ce muesli sur les tables en Allemagne, mais plutôt au sud de l'Allemagne et en Suisse alémanique. Alors, il a raison, le docteur suisse. Je confirme, ça, c'est délicieux. Mais en revanche, ce que vous avez au bout de la table, là, la charcuterie, le pâté de foie, et encore, vous n'avez pas mis la saucisse. Parce que, alors, ça... Ah bah, vous l'avez mis sur la tartine, parfait. Cela dit, bon, ça... c'est très bon. Et ouais. Ouais. Bon, vous êtes très mince, il faut dire. Est-ce que ce sont de bonnes habitudes qui n'auraient pas tendance à se perdre, ça? Est-ce que la nouvelle génération mange la même chose que les grands-parents? Un peu comme chez nous, ça se perd un peu. Oui, ça c'est très clairement l'inquiétude qu'ont les nutritionnistes, ces habitudes alimentaires qui changent et notamment les jeunes Allemands qui mangent de plus en plus sucré au petit déjeuner, notamment des cornflakes, des céréales et ils délaissent un peu le fromage et la charcuterie, même si ce sont deux fondamentaux qui résistent bien. L'autre tendance plus négative, c'est vrai que les Allemands consacrent de moins en moins de temps à ce petit déjeuner, une douzaine de minutes en moyenne pendant la semaine, une vingtaine de minutes le week-end. C'est peu parce qu'on considère en général qu'il faut au moins 25 à 30 minutes préparation comprise pour que ce petit déjeuner soit un vrai moment de convivialité, mais aussi que ça reste un bon moment pour la santé et pour le corps. Oui. Et pour ne rien vous cacher, ça ne nous arrange pas qu'il reste que 12 minutes, nous, devant leur télé. Nous, on veut qu'ils mangent longtemps, qu'ils prennent leur temps, etc. Nous, on a calculé qu'il faut que ça fasse... Il faut que ça fasse 20 minutes au moins pour chacun d'entre eux. En tout cas, merci, bon appétit et à très bientôt, Amaury. Au revoir, bon week-end. Madame, monsieur, fin de la dégustation. Vous pourrez reprendre un café, un thé, un chocolat ou une chicorée. Merci à nos 4 correspondants de nous avoir éclairés sur la place du petit déjeuner aux 4 coins du monde. La semaine prochaine, autre thème. À l'occasion de l'Eurovision, on parlera musique, mais pas n'importe quelle musique, la musique que l'on dit engagée, vous mettez des guillemets ou pas, si vous voulez. Alors, y a-t-il des groupes, par exemple, qui remettent en cause le pouvoir ou des chansons qui dénoncent les actions d'un gouvernement? La réponse est oui. Est-ce que c'est efficace? Alors là, la réponse, c'est samedi prochain. Et pour ça, nous irons en Grèce, au Sénégal, en Inde, puis en Espagne. Merci, bon week-end.